Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour Ouagadougou où il va participer au 20e anniversaire de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les Nations Unies célèbrent ce mercredi la journée mondiale de l'alimentation dont 842 millions de personnes dans le monde sont privées en quantité suffisante. Le message du gouvernement dans cette édition. Les négociations sur le programme nucléaire iranien ont repris à Genève en Suisse pour tenter de relancer le dialogue avec Téhéran alors que les capitales occidentales soupçonnent toujours le pays de vouloir mettre sur pied un arsenal nucléaire militaire. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République Alassane Ouattara se rendra en fin de semaine à Monrovia au Libéria où il va participer au sommet quadripartite sur le fleuve Mano. Le chef de l'État et Mme Sirleaf Johnson ne prendront pas également à une cérémonie officielle de retour des exilés ivoiriens vivant au Libéria. Le chef de l'État qui a inauguré ce matin les bus électriques offerts à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody par le groupe Bolloré. Et ces bus qui fonctionnent à l'énergie solaire serviront au transport des étudiants et des enseignants sur le campus de l'université. C'est un investissement d'1 milliard de francs CFA que le groupe Bolloré offre ainsi aux étudiants de Côte d'Ivoire. Et puis, sachez qu'après cette cérémonie, le président Ouattara a quitté Abidjan pour Ouagadougou où il va participer au 20e anniversaire de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires qui a été créée par le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis, à l'île Maurice. Autre information, le président de la commission électorale indépendante Youssouf Bakayoko participe depuis lundi à Séoul, en Corée du Sud, à la 6e conférence de l'Organisation mondiale des élections et à l'assemblée inaugurale de l'Association des organismes électoraux du monde. Lui et plusieurs experts du monde en gestion électorale sont donc à Séoul pour partager leurs expériences. Le thème de cette rencontre, processus électoraux durable, démocratie renforcée. Ils vont travailler à la constitution d'un réseau entre les organes de gestion électoraux du monde. Deuxième grand titre de cette édition, les Nations Unies célèbrent ce mercredi la journée mondiale de l'alimentation dont 842 millions de personnes dans le monde sont privées en quantité suffisante malgré les progrès réalisés en partie en raison du gaspillage de nourriture. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO insiste cette année sur l'importance de la nutrition pour la bonne santé des populations et sur des systèmes de production durables. Le message du gouvernement avec Noël Niagno. Produire pour assurer la sécurité alimentaire, oui, mais produire en nuisant moins à l'environnement, à l'écosystème et à la biodiversité, indispensable à la sécurité alimentaire future. En d'autres termes, produire de façon durable en préservant les ressources naturelles, c'est mieux. Voilà résumé l'actualité mondiale sur l'alimentation en 2013. Dans cette optique, que fait la Côte d'Ivoire? Elle a décidé de passer d'une agriculture extensive à une agriculture intensive avec le PNIA, Programme national d'investissement agricole. Ainsi, plusieurs ouvrages sont en cours de réalisation ou programmés pour l'être. Ces ouvrages permettront d'irriguer 200 000 hectares d'ici 2016 pour une production alimentaire brute additionnelle de près de 2 millions de tonnes sans qu'un seul centimètre carré de terre ne soit défriché en plus. La production intensive se fera également par l'utilisation maîtrisée par les exploitants agricoles de variétés performantes mises au point par nos institutions de recherche. Les résultats sont éloquents. Nous sommes heureux de constater que nos producteurs de riz sont passés de 3 à 5 tonnes de riz par hectare et par cycle. Ceux du cacao peuvent obtenir des rendements de 3 tonnes par hectare contre 400 kg
par le passé. Aujourd'hui, un producteur de manioc peut obtenir 30 tonnes à l'hectare contre moins de 10 il y a seulement quelques années. Comme on le voit, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans l'actualité mondiale et prévoit légiférer sur la question, comme pour prendre l'engagement de laisser aux générations futures une terre ivoirienne capable de leur offrir de quoi se nourrir et à mieux se nourrir. La journée mondiale du lavage des mains elle a été célébrée hier mardi. À l'occasion de cette journée, le réseau des journalistes et hommes de médias pour l'eau et l'assainissement en Côte d'Ivoire a sensibilisé les restauratrices de l'Alocodrome de Cocody sur la nécessité de laver régulièrement les mains, surtout qu'elles sont dans le domaine de la restauration. Franck Quadio. Je vais mettre le produit sur ma main et je vais laver ma main. Je rince. Le lavage des mains. En Côte d'Ivoire, moins de 4% de personnes se lavent les mains à l'eau et au savon. Des données relevées par le WASH JNCI, le réseau des journalistes et hommes de médias pour l'accès à l'eau potable. Et pour mener la sensibilisation, les restauratrices à travers le district sont ciblées. À l'Alocodrome de Cocody, par exemple, plusieurs restauratrices disent n'utiliser que de petits seaux ou des bols, pas toujours fiables pour réussir un lavage parfait. Nous sommes adressés aux femmes de la commune de Cocody, surtout aux femmes de l'Alocodrome de Cocody, parce que plus de 200 personnes visitent chaque jour cet espace gastronomique. C'est la raison pour laquelle nous sommes adressés à ces femmes. Se laver donc les mains à l'eau et au savon, ce sont les conseils donnés par le WASH JNCI à ces dames. Des kits à cet effet sont offerts. L'idée est de permettre à ces restauratrices d'être des agents de sensibilisation à l'hygiène des mains. Se communiquer avant de poursuivre cette édition après l'accident de pirogue survenu le samedi dernier au Mali qui a fait 39 morts et une centaine de blessés. Le président Alassane Ouattara adresse sa compassion au président et au peuple malien. Il adresse également sa compassion à l'Inde après le passage du cyclone Faélin et une bousculade lors d'une fête religieuse qui ont fait des morts. Hier mardi, les musulmans ont célébré la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Ils ont renouvelé leur foi et leur soumission à Dieu, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, et dans le même esprit que celui d'Abraham, l'ancêtre. Un geste, un rituel, une symbolique, une tradition. Les imams ont exhorté les fidèles musulmans à la paix et la cohésion sociale. Nos reporters étaient dans plusieurs communes d'Abidjan et autres localités du pays. 70 jours après la fin du mois de Ramadan, la communauté musulmane d'Azopé a célébré à l'instar de ses coreligionnaires du monde entier l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski, une fête de partage et de reconnaissance au Seigneur. 2 rakats et une immolation faite par l'imam Mohamed Koné ont constitué les temps forts de la célébration de l'Aïd el-Kébir au quartier ancien du lac d'Azopé. Dans son adresse, le guide religieux a exhorté ses fidèles à la tolérance, au pardon et à l'amour du prochain. Des valeurs qui, selon lui, vont contribuer à la cohésion sociale pour bâtir une nation prospère. Après la prière, les fidèles ont imité l'acte d'Abraham en sacrifiant une bête. Les fidèles musulmans de la commune de Koumassi ont célébré l'Aïd el-Kébir. Et c'est la grande mosquée de Koumassi qui a abrité la grande prière dirigée par l'imam Konaté Daouda. Après les 2 rakats, l'imam Konaté Daouda s'est adressé aux fidèles. Dans son sermon, il les a invités à la paix, à la réconciliation, au partage et au pardon. Il a formulé par la suite des bénédictions à l'endroit des autorités du pays. L'immolation du bélier a mis fin à cette célébration de l'Aïd el-Kébir. La communauté islamique Ahmadiyya, à l'instar des autres musulmans du monde entier, s'est souvenue du sacrifice d'Ibrahim à Allah pour lui témoigner sa foi. La mosquée principale d'Adjamé 220 logements a servi de cadre à cette célébration. L'Amir Abdul Pacha, chef suprême de la communauté Ahmadiyya Côte d'Ivoire, dans son sermon a recommandé à ses fidèles et aux Ivoiriens de faire comme Ibrahim et d'offrir ce qu'ils ont de plus cher à Dieu, c'est-à-dire le pardon. L'Amir Abdul Pacha a dirigé la prière composée de 2 rakats. Un bélier a par la suite été immolé. À Noumambo, un quartier de la commune de Marcory, n'est pas resté en marge de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Les fidèles musulmans de cette partie du district d'Abidjan ont sacrifié la tradition en effectuant la prière de 2 rakats, suivie de l'immolation d'un bélier. Un acte effectué par le prophète Abraham à la demande de son Seigneur.
Au cours de son sermon, l'imam Sissoko Lassina a demandé aux fidèles musulmans de se maintenir en prière afin d'aboutir à une paix définitive en Côte d'Ivoire. L'imam a invité également les fidèles à garder l'esprit de partage pour permettre à tout le monde de vivre ces moments de fête. Pour mieux sensibiliser les acteurs du transport sur les valeurs religieuses et civiques, la gare routière d'Adjamé dispose de plusieurs mosquées. Et le nombre de ces mosquées s'est accru avec l'ouverture de la mosquée de la gare Gbeba. Celle-ci a servi de cadre pour la prière de la fête de la Tabaski, un moment qui a rassemblé les transporteurs, passagers, conducteurs et auxiliaires du transport. Dans son intervention, l'imam a indiqué que seule la foi peut sauver l'âme. C'est pourquoi il invite les fidèles musulmans à la recherche de la connaissance religieuse, à la sagesse et à la culture de la paix. Des bénédictions ont été faites pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. L'État israélien vient d'offrir des bourses d'études à des étudiants ivoiriens. Au nombre des bénéficiaires, les étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ces derniers ont été reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur, Cissé Bakongo. La formation axée sur l'agriculture va durer 11 mois. 2 instruments de gestion moderne viennent d'être mis sur pied pour la campagne cacaoyère 2013-2014. Ces nouveaux outils vont permettre d'assainir la gestion de la filière cacaoyère. Découvrons ces instruments avec Adama Kone. Les nouvelles s'enchaînent dans la filière cacao. Le prix fixé à 750 francs, le Conseil du café cacao met les bouchées doubles pour réussir la nouvelle campagne. 2 instruments informatiques font leur entrée dans la gestion. Le premier est une réponse aux problèmes liés à l'administration de la sacherie. Le Conseil du café cacao dispose désormais d'un logiciel dénommé SICOPS. Il a pour but de garantir la traçabilité et la transparence des opérations de distribution de la sacherie et des produits phytosanitaires. Le second instrument est le CEGIC. Avec ce logiciel, la filière pourra disposer en temps réel d'informations sur la qualité et la quantité des produits commercialisés. Jusque-là, la sacherie n'a jamais été automatisée dans sa gestion. Les sacs étaient distribués à travers nos magasins qui étaient à l'intérieur du pays, mais sans véritable système qui permet de retracer la circulation de ces sacs-là. Donc il y avait des détournements de sacs, il y avait beaucoup d'opérateurs qui se plaignaient. À travers le SICOPS, on a la possibilité, en associant tous les opérateurs qui sont les explorateurs, les acheteurs et les producteurs, de retracer le circuit du sac. Donc le SICOPS est venu améliorer la gestion de la sachet. Concernant le CEGIC, on a la possibilité au jour le jour d'avoir la quantité de produits qui arrivent dans les ports. Ça, c'est la qualité de ces produits-là. Et on sait également quels sont les opérateurs qui l'ont amené, quels sont les opérateurs qui l'ont reçu. C'est une innovation majeure. Pour la campagne 2013-2014, ce sont 5 300 000 sacs qui seront distribués aux producteurs. Et restons toujours dans le domaine du cacao. Le lancement de la commercialisation de ce produit. Après Abidjan, les responsables du Conseil Café Cacao se sont rendus à Gagnoa et à Divo. Dans ces localités, ils ont exhorté les planteurs à opter pour un cacao de qualité. Thérèse Tapeyoboué. La visite des responsables du café cacao à l'intérieur du pays a pour but d'expliquer la révalorisation du prix d'achat borchant du cacao qui est passé de 725 francs la campagne précédente à 750 francs. Selon Nguessan Kwasi Edouard, cette hausse de 25 francs a été voulue par le gouvernement ivoirien en harmonie avec sa volonté constante d'améliorer les revenus des producteurs. Nguessan Kwasi a aussi invité les planteurs à poursuivre le combat de la qualité de la production qui a une incidence sur leurs revenus. À Divo, 2 préoccupations majeures ont été relevées au cours de la séance de travail. Il s'agit de la prolifération de coopératives agricoles. Le département en compte 150. Cela est un frein réel aux activités de tous les acteurs de la filière, notamment les paysans eux-mêmes qui finalement ne réalisent pas de bonnes marges bénéficiaires. Il y a aussi le nouveau découpage administratif. Il coupe certaines coopératives d'une partie de leurs sociétaires, réduisant du coup leur chiffre d'affaires. À Gagnoa, les mêmes conseils ont été prodigués aux producteurs, à savoir l'amélioration de la qualité du produit. Le procureur du tribunal de Gagnoa a aussi rappelé que la répression
va être menée dans la filière pour la débarrasser des acteurs indélicats afin de faire profiter aux producteurs du fruit de leur travail. Il a profité pour rassurer les coopératives sur les actes uniformes de l'OHADA en leur demandant de s'adresser aux structures techniques de l'État outillées en la matière et non à des cabinets véreux qui rusent avec elles. Et la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a procédé à la remise des clés de 12 armureries réhabilitées de la police nationale, suivie d'une démonstration de marquage d'armes. Abou Sanogo était à cette cérémonie pour RTI. 12 armureries de la police nationale réhabilitées par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. La réhabilitation de ces sites s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité physique des sites de stockage et de l'amélioration du système de gestion des stocks d'armes et munitions. Au-delà du caractère symbolique de cet événement, c'est la détermination de la Côte d'Ivoire à rétablir sa stabilité et la sécurité de ses populations par la modernisation de la gestion des stocks et la sécurité physique des armes et munitions qu'il faut voir. Cette réhabilitation vise à équiper les armureries des différentes forces en charge de la sécurité et de la défense et à renforcer les capacités des agents en charge de la gestion des stocks d'armes et de munitions. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, réaffirme l'engagement et la détermination du gouvernement ivoirien à assurer le contrôle des armes en Côte d'Ivoire. Ces édifices sécuritaires que nous recevons ce matin permettront à la police nationale de sécuriser ses armes et répondre efficacement aux nouveaux enjeux sécuritaires. Je voudrais vous réitérer l'engagement de mon département à travailler avec tous les partenaires au développement pour mobiliser les ressources nécessaires pour l'appui à la lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre. La cérémonie a été marquée par une démonstration de marquage d'armes obsolètes et la destruction d'armes par découpage. Et suivons avec Honorine Kakoubla Nyigori la dédicace de l'œuvre littéraire du professeur Paul Aouli intitulée « À quoi sert l'école ?» qui invite les partenaires du système éducatif ivoirien à se parfaire. À quoi sert l'école? C'est le titre de la 17e parution du professeur Paul Aouli, pédiatre, auteur, écrivain et professeur d'alphabétisation en Abouré. C'est un livre de 56 pages qui se lit en 30 minutes selon l'auteur. Il a 6 chapitres et est destiné aux élèves, étudiants, enseignants, parents d'élèves et même aux travailleurs. L'objectif est d'amener le lecteur à s'instruire pour se perfectionner. En plus du français, c'est un ouvrage qui peut se lire en abouré et en braille, la langue des sourds-muets. À quoi sert l'école? C'est un cri de cœur. Vous savez, l'écriture et la lecture, on appelle ça les fondamentaux de l'école. L'école sert à corriger ce qu'on appelle l'analphabétisme. Et l'analphabétisme est un handicap intellectuel. L'école cultive 2 techniques intellectuelles qui sont lecture-écriture et qui permettent de réhabiliter l'handicap intellectuel qu'on appelle analphabétisme. Ce lecteur vante les mérites de ce livre. Avec cet ouvrage, je pense que nous avons matière à réflexion sur, d'abord, d'une part, la nécessité de voir les modes d'acquisition de savoir et à quoi va servir ce savoir. Au nombre des autres ouvrages du professeur Paul Aouli, on peut citer « Apprenons à connaître le nouveau-né normal » et « Équevé » qui parle de l'alphabétisation en abouré et en d'autres langues. Parlons maintenant de fêtes de génération en pays à Tianche. Les ébriers, les Blessoué Djéhou ont effectué leur sortie samedi dernier. Ce sont les aînés de la génération Blessoué qui doit exercer le pouvoir dans une quinzaine d'années après la génération Dougbo actuellement au pouvoir. Plus de détails avec Franck Wadio. Fin de semaine spéciale pour Jean Miki.
Le jeune homme est né entre 1976 et 1979. Il appartient de facto à la catégorie Blessoué Djeou, la trentaine donc bien entamée. Nous sommes un pays hachant. Comme lui, une cinquantaine de jeunes Blessoué Djeou, des jeunes du village d'Akwedo, s'apprêtent à entrer dans le cercle de ceux qui prennent la parole en public et participent aux prises de décision. Ça fait pratiquement 5 ans que nous étions dans le bois sacré en train de nous préparer. Et aujourd'hui, c'est la consécration. Le corps enduit de kaolin, ces jeunes, encouragés par les chants des femmes de la génération, entament la marche initiatique vers la place du village. Et pour Monsé Béranger, le taprognant ou le guerrier, cette marche est jalonnée de danse et d'arrêt. Seuls les initiés et ses camarades de catégorie peuvent murmurer à son oreille. Notons que les Blessoué Djeou sont la catégorie aînée de la génération Blessoué. Dans une génération, il y a 4 catégories, mais en pays hachant existe 4 générations. Les Dougbo, actuellement au pouvoir, les Tchagba, qui sont les opposants, les Blessoué et les Nyando. Un mécanisme bien huilé et un passage obligé pour tout hachant. La fête de génération retrace le parcours identitaire du peuple hachant. Tous ceux qui n'ont pas pu faire ce rituel sont considérés comme des parias de la société. Étape importante, la validation par les sages et anciens de l'initiation des Blessoué Djeou, suivie une semaine plus tard de la sortie du petit guerrier. Une façon de préparer la prise du pouvoir de la génération Blessoué qui aura lieu dans une quinzaine d'années. Lors de la crise malienne, plusieurs Maliens se sont réfugiés au Burkina Faso, pays voisin à l'est du Mali. Aujourd'hui, ces réfugiés veulent regagner leur pays, le Mali. Qu'ils soient Touareg ou Peul, clairs ou foncés de peau, les réfugiés maliens vivent en bonne intelligence dans le camp de Goudébou, dans le nord-est du Burkina Faso, et prônent la réconciliation au-delà de tout différent ethnique. Goudébou abrite 10 600 réfugiés représentant diverses ethnies maliennes. Dans ce camp situé à une centaine de kilomètres de leur pays, la plupart sont en exil depuis 18 mois déjà. Les membres de MNLA ont envahi ma commune. C'est en ce moment que moi j'ai choisi de quitter ma commune pour venir me réfugier au Burkina, pour éviter de l'amalgame. Aujourd'hui, la question du retour est constamment dans les esprits. Le regard lointain, Mohamed Al-Mahdi Agrissa, le président touareg du camp, affirme n'attendre qu'un mot de la part des autorités maliennes pour rentrer à Aribomo, une commune proche de Tombouctou, dont il est le maire. Aujourd'hui, on sentait qu'il y a de la paix. Vraiment, aujourd'hui, on sentait qu'il y a de la paix chez nous. Je vais retourner en tant que le maire de sa commune pour nous suivre nos développements. Et il y a aussi les élections qui vont venir. Il faut qu'on participe aux élections de notre Mali. Pour ceux qui veulent rentrer, voir où ils veulent rentrer, si c'est des zones sécurisées au Mali, on pourrait leur dire, ok, c'est des zones vertes, parce que le Mali a été divisé en plusieurs zones, des zones vertes, des zones rouges et des zones oranges. Au niveau de la sécurité. Et donc, si c'est une zone rouge, on va vraiment dire à la personne, nous t'encourageons pas à partir parce que c'est pas vraiment, c'est pas très sûr. Depuis 2012, quelques 500 000 personnes ont fui leur domicile dans le nord du Mali pour d'autres localités ou des pays voisins, dont le Burkina Faso. L'ex-président libérien Charles Taylor a été transféré hier mardi matin dans une prison britannique tenue secrète pour y purger sa peine de 50 ans de prison malgré la demande qu'il avait adressée lundi au tribunal de purger sa peine dans une prison du Rwanda. L'ancien homme fort du Libéria, âgé de 65 ans, reconnu coupable pour sa responsabilité dans la guerre civile en Sierra Leone de mars 1991 à janvier 2002, a été condamné par le tribunal spécial pour la Sierra Leone le 10 octobre dernier pour crimes contre l'humanité commis pendant la guerre civile en Sierra Leone. Quelques informations brèves relatives au continent et commençons par la Mauritanie où les principaux partis politiques d'opposition veulent boycotter les élections législatives du 23 novembre prochain après l'échec de discussions avec le gouvernement sur la préparation du scrutin.
Le bureau de l'Union des forces du progrès au grand complet pour une conférence de presse lundi à Nouakchott. Le parti d'opposition ne participera pas aux prochaines législatives. Même si le scrutin est organisé avec 2 ans de retard, l'UFP estime que sa tenue le 23 novembre a été décidée sans concertation et que la préparation est bâclée. Le pouvoir prend là une très lourde responsabilité en maintenant son agenda unilatéral et en ne prenant pas la perche tendue que l'opposition lui a offerte pour régler la crise qui n'a que trop duré. Rassemblée au sein d'une coordination, toute l'opposition mauritanienne semble cheminer vers le boycott des législatives, à l'exception notable du parti islamique Tawassoul qui a annoncé sa participation. Premier vice-président du Burundi, Terence Senunguruza a démissionné de ses fonctions lundi. Il a été désavoué par son parti, l'UPRONA, qui l'accuse de privilégier ses intérêts personnels et d'être un facteur de division. La crise entre l'UPRONA et le vice-président couvait depuis 3 semaines. Terence Senunguruza espérait le soutien du président, mais celui-ci a accepté sa démission. Pas de lauréat 2013 pour le prix Mo Ibrahim du nom du milliardaire britannique d'origine soudanaise. Avec une dotation de 5 millions de dollars plus 200 000 dollars annuels à vie, ce prix du leadership d'excellence en Afrique est la plus importante récompense au monde. Mais depuis 7 ans qu'il existe, c'est la 4e fois qu'il ne trouve pas de leader à distinguer. Un leader, c'est un homme ou une femme qui a une vision. C'est un homme ou une femme qui ne pense pas à soi, mais qui pense aux autres. Créé en 2007, le prix Mo Ibrahim a été décerné à Joachim Chissano, Festus Mogae et Pedro Pires, les anciens présidents du Mozambique, du Botswana et du Cap-Vert. Démocratiquement élus, ils ont quitté leur poste à la fin de leur mandat. La République démocratique du Congo veut contrôler l'évolution démographique du pays pour éviter toute explosion. Le moyen utilisé, le planning familial. Dans les rues de Kimbantseke, un quartier populaire de Kinshasa, une opération de sensibilisation au contrôle des naissances. Au programme distribution gratuite de préservatifs et au centre de santé, des femmes qui entonnent un drôle de chant. On n'est pas comme les canards, clame-t-elle, on ne veut pas donner naissance chaque année. À l'intérieur de la clinique mobile plantée là pour l'occasion, une infirmière détaille les moyens de contraception. À 29 ans et après 7 enfants, Coco Ilmumbu a franchi le pas. Elle accepte de se faire poser un implant contraceptif. J'ai accepté qu'on me pose cet implant parce que j'ai déjà mis au monde beaucoup d'enfants. Cet implant qu'on m'a posé, ça va m'aider à souffler. Préservatif, stérilet ou pilule, le message a du mal à passer. Non seulement les contraceptifs reviennent chers pour les populations défavorisées, mais en plus, ils se heurtent aux églises catholiques et protestantes qui prêchent pour les méthodes naturelles. Un message entendu par cette mère de famille. Je conseille aux autres femmes d'utiliser seulement la méthode naturelle, parce qu'avec cette méthode, on est sûr de soi. Quant aux autres techniques, comme le stérilet, la pilule ou le préservatif, elles n'offrent pas de sécurité, à mon avis. Avec ses 4 enfants, Annie Massengou est en deçà de la moyenne nationale, qui est de 5 enfants par femme. Un taux de fécondité que les autorités congolaises voudraient faire baisser. Les négociations sur le programme nucléaire iranien ont repris à Genève en Suisse pour tenter de relancer le dialogue avec Téhéran, alors que les capitales occidentales soupçonnent toujours le pays de vouloir mettre sur pied un arsenal nucléaire militaire. Dans l'impasse depuis 6 mois, les négociations sur le programme nucléaire iranien contesté ont repris ce mardi à Genève dans une atmosphère d'optimisme prudent, selon la formule de Catherine Ashton. La chef de la diplomatie européenne a donné le coup d'envoi de ces discussions qu'elle préside en recevant son homologue iranien Mohammad Javad Zafari,
qui a déjà fait savoir sur sa page Facebook qu'une nouvelle réunion ministérielle sera probablement nécessaire. Les séances se tiennent en effet sur 2 jours au niveau des directeurs politiques et des vice-ministres des Affaires étrangères. Elles devraient permettre aux 5+1, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie, Chine et Allemagne, ainsi qu'à l'Iran, de faire le point sur le dossier. Clairement, la balle est dans le camp iranien. Nous avons eu, comme vous le savez, 5 rounds de négociations depuis avril dernier sans faire aucun progrès tangible. Nous avons une bonne proposition d'envergure sur la table et nous attendons que les Iraniens s'engagent dessus. Pour les Occidentaux, l'Iran doit suspendre l'enrichissement d'uranium à 20%, sortir du pays le stock déjà enrichi et ouvrir tous les sites aux inspecteurs de l'AIEA. Les Iraniens qui se disent, eux, porteurs d'une proposition entièrement nouvelle, ont toutefois fixé des limites. La poursuite de l'enrichissement est notre ligne rouge. Sous aucune condition, nous ne laisserons les droits de l'Iran être suspendus, réduits ou arrêtés. Mais en ce qui concerne la forme, la quantité et le niveau d'enrichissement, nous n'avons aucun problème pour négocier. Nous ne permettrons pas non plus qu'un seul gramme d'uranium enrichi quitte le pays. Incrédule sur l'ouverture iranienne, le chef du gouvernement israélien a lancé un appel pressant aux 5+1 de ne pas alléger les sanctions avant un démantèlement total du programme nucléaire militaire de Téhéran. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.